c'est facile là, avoir un enfant en voyage. J'ai toujours dit, c'est pas moi qui s'adapte à mon enfant, c'est mon enfant qui va s'adapter à mon style de vie. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, dans l'épisode, on reçoit Geneviève Ogleman, que vous connaissez peut-être comme étant nutritionniste. Elle a également un magazine web qui s'appelle Savourer. Mais il y a beaucoup de gens, peu de gens en fait, qui savent à quel point c'est une aventurière et une grande amatrice de plein air. Une très grande voyageuse aussi, qui sait consolider travail, famille et voyage. Ouais, moi, je savais pas que Geneviève a voyagé à ce point. Puis, tu sais, du gros voyage d'aventure, là. C'est vraiment hyper impressionnant, son parcours. Elle a commencé à voyager quand elle était super jeune, puis elle a jamais arrêté, tu sais, quand elle est devenue connue, quand elle a eu sa carrière à la télé, quand elle est devenue maman, comme il n'y a rien qui peut l'arrêter à voyager. Fait que c'est vraiment super inspirant de l'entendre. La conversation était hyper intéressante. Oui, puis moi, j'ai décidé que si un jour je pars faire un hike, peu importe le pays, je veux qu'elle vienne avec moi. C'est clair. Parce que c'est la personne que tu vas avoir dans ton trek. C'est 100% pour les blessures, les collations. Bref, on vous en dit pas plus, mais c'est vraiment un épisode fabuleux. Ouais, vraiment super intéressante, Geneviève. Wow, gros wow. Le podcast, on vous rappelle, est présenté par Eros et compagnie, qui t'inspire à voyager dans ta chambre à coucher avec leurs super produits que tu peux trouver sur leur site web avec le code rabais BACKPACK15. Alors, merci Eros de nous permettre de partager notre passion pour le voyage avec vous. Bon épisode! Bon épisode! Geneviève, bonjour! Salut! Merci beaucoup d'être en studio pour le podcast Les Backpackers. Je suis super contente d'être là. Moi, parler voyage, n'importe quand. Je dis toujours oui. Nous autres aussi, fait que c'est parfait. Parce que dans la vie, là, tu es beaucoup de choses. Nutritionniste, tu es également, en fait, tu es auteur, tu es une mère, tu as une carrière qui est florissante, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais les gens savent peut-être un peu moins que tu es aussi une aventurière. Oui. C'est vraiment ma grande passion, c'est les voyages. Je travaille pour gagner ma vie. J'adore mon travail. Je le fais avec passion, mais il y a comme toujours un début puis une fin, alors que les voyages, c'est infini. Il n'y a jamais de fin. Puis ça a toujours été comme ça parce que toi, depuis toujours, tu as décidé de mettre le voyage en priorité. Il n'y a pas d'excuses, en fait, qui font en sorte que tu ne vas pas voyager. Là, le fait de devenir parent, le fait d'avoir une carrière, c'est pas des excuses pour toi. Bien, en fait, les premiers voyages que j'ai faits, c'est par moi-même. Tu sais, j'ai commencé à voyager, j'avais 16-17 ans. Je voyageais pas quand j'étais jeune, je voyageais pas avec ma famille. Je sais pas pourquoi je suis si passionnée par les voyages. C'est pas quelque chose qu'on m'a montré. J'ai pas grandi dans le monde du voyage, mais j'ai toujours voulu voyager. Je me rappelle, j'étais jeune, là, puis je parlais des voyages, je parlais que je voulais aller parcourir le monde, puis c'était pas quelque chose qui était c'est pas un discours qui était présent là, dans ma famille ou dans mon environnement ou dans mon voisinage, mais moi là, je disais toujours que j'étais pour aller partout sur la planète. Puis la première chose que j'ai fait, c'est qu'au secondaire, j'ai participé dans un voyage étudiant pour aller à Paris, en France. Puis là, j'ai gardé des enfants pour aller en voyage. Ça a été mon premier voyage que j'ai payé par moi-même. Puis là, ça a été le début d'une série de voyages. J'ai jamais arrêté de voyager. Je savais que j'étais pour aimer ça. Puis je sais pas, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Là. Puis tu l'as fait, excuse-moi, ton premier voyage, tu l'as fait toute seule? Non, c'est un voyage étudiant, donc c'est un voyage de groupe là, au secondaire, mais dès que l'annonce avait passé, c'était clair que je faisais partie du voyage. Ça, c'était même pas négociable. J'étais pour ramasser les sous, j'étais pour y arriver. Puis, j'ai eu, dans le fond, 17 ans à Paris. Puis ça a été là, le premier voyage que j'ai fait par moi-même, dans le sens que j'étais sans mes parents, mais tu sais, évidemment, là, encadré un peu là, à cet âge-là. Là. Oui, donc c'est un voyage. C'est une belle façon, je trouve, de commencer à voyager. Ouais. Parce qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres qui commencent comme ça aussi. Mais toi, tu as tout le temps. Donc, tu as tout le temps priorisé les voyages puis les expériences au lieu du matériel, mettons. Oui, tu sais,
même étudiante, pas une scène, je partais. C'était vraiment super important. Je mettais toutes mes économies. Je travaillais pour réussir à voyager. Entre le cégep et l'université, je suis partie sac à dos avec une copine. On a fait tout l'Ouest canadien jusqu'au Mexique, tu sais, de l'Ouest canadien, l'Ouest américain jusqu'au Mexique. Puis on était cassés de chez... Cassés, là. Mais comment? Genre... Zéro? Moins? On avait un petit budget au départ, puis on était comme auberge de jeunesse, manger du pain, du beurre d'arachide. Tu sais, le classique, là, le classique que t'as pas d'argent, mais tu finis par trouver tout le temps, tu sais, des auberges de jeunesse avec le déjeuner gratuit, puis là, tu te prends un petit peu plus pour faire ton dîner, puis là, tu viens comme, tu sais, gratter à gauche, à droite, tu sais. Puis dans ce temps-là, il y avait pas toutes les cartes de crédit électroniques, tout ça, là, c'était des chick là. Puis là, le dernier souper, on était à San Diego pour revenir en avion, puis on n'avait plus une scène, puis je savais que ma carte de crédit était loadée, mais le chick, c'est pas en direct. Fait que j'ai comme... Le chick, c'est-tu le PayPass, ça? Non! Hey, ça n'existait pas, là. Tu sais, le petit papier que tu mettais dans une machine, puis tu faisais chick, tu connais pas ça? Wow. OK, non, c'est trop loin dans ma mémoire. Ah ouais, là. Okay. c'est ça, mais c'est vraiment ça, c'est que tu pouvais, dans le fond, dépenser sur ta carte de crédit, même quand la carte de crédit était pleine, parce que s'il appelait pas directement à la carte de crédit, il savait pas, là, il faisait juste comme prendre le numéro, puis biller plus tard. Fait que moi, je savais que, tu sais, s'il appelait, ça passait pas. Mais finalement, tu sais, je suis revenue, puis j'ai recommencé à travailler, j'ai payé chaque sou de cette carte de crédit-là. Mais le petit stress de vite partir du restaurant, je l'ai vécu. Mais tu sais, c'est ça, les voyages, ça fait partie. Après, ça définit quitter, ça repousse tes limites, ça te permet de vivre des expériences, de connaître là, un peu l'espèce de débrouillardise qui te permet après de l'appliquer dans ton quotidien. Là. Quand tu reviens, là, tu le sais là, à quel point tu es capable d'organiser, de te débrouiller, tu es capable tu sais, tu développes des compétences en voyage que tu appliques après à ton retour. Là. Ben justement, concernant ton budget, est-ce que tu étais du genre à te préparer puis à vraiment savoir, OK, j'ai 20 $ par jour, puis tu te préparais un tableau Excel, puis tu le savais, ou tu étais plus du genre, je pars, puis je reviens quand j'ai plus d'argent, mais tu savais pas trop combien tu dépensais par jour? Au début, les premières années, j'étais travailleur autonome, j'avais pas un gros budget, c'était super important pour moi de voyager, donc je voyageais vraiment de façon hyper calculée, j'avais un petit calepin, puis je savais c'était quoi mon budget par jour, puis si je gagnais une journée avec en dessous du budget, ben là, j'étais capable d'avoir une journée un petit peu plus cool le lendemain. Mais c'était, tout était monitoré, là, le transport, l'argent, l'hébergement, de la bouffe, tu sais, toutes les sorties. Mais dans ce temps-là, tu marches beaucoup. Tu visites des trucs gratuits. Tu vas voir c'est quel jour le musée est gratuit, quel jour, tu vas dans des parcs. Tu finis par voyager autrement. Puis ça, c'est resté. Tu sais, maintenant, je suis plus aussi près de mon budget. Je suis capable, tu sais, de me gâter. Mais je reste avec les mêmes réflexes de marcher beaucoup, de prendre le transport en commun, d'aller dans les marchés publics pour acheter de la nourriture. Je ne vais pas aller dans les grands restos, les grands hôtels. Tu sais, ces trucs-là, on dirait que c'est moins moi. Puis je trouve moins l'essence du pays. Tu sais, je reconnais moins le pays. Tu sais, les grandes chaînes d'hôtels là, sont pareilles, que tu sois à Kuala Lumpur, que tu sois tu sais, à n'importe où, là, à Mexico ou à Londres. Là, ils ont tous le même mobilier, ils ont tous le même cadre puis la même déco. C'est pas ça que je veux vivre. Là. Moi, c'est vraiment le petit inconfort de trouver l'hébergement tu sais, qui est le plus authentique, le moins cher, mais qui va me permettre de peut-être voyager plus souvent ou de voyager plus longtemps. Fait que t'es une backpackeuse dans l'âme, finalement. Ouais. Définitivement. Ouais. Là. Ouais. C'est ça que j'aime. Puis c'est aussi une fierté d'avoir réussi à voyager à petit prix. Ça me permet de... Tu sais, c'est valorisant, je trouve. On est fiers de notre coup, on est content, puis ça nous permet de vivre des vrais moments, tu sais, de rencontrer des gens, d'aller, tu sais, de connecter avec les locaux parce que tu vas pas dans les trucs touristiques parce qu'ils sont trop chers. Tu vas aller vraiment vers le côté authentique, vivre comme les gens. Puis ça m'a permis de faire des super belles rencontres. Puis, tu sais, j'ai fait un moment donné un voyage au Guatemala où j'étais hébergée dans une famille. Ça, c'est super économique, là. Puis, tu manges ce que la maman nous cuisine, là, tu sais. Fait que c'est pas qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie. T'as pas de menu, là. Il y avait de la courge, du riz, des haricots noirs en masse, puis à un moment donné, t'es tanné de manger des tortillas, là, tu sais. Sauf que ça fait partie de l'expérience. Puis,
genre, je m'en rappelle bien plus de ce voyage-là que d'un autre voyage dans un hôtel avec un buffet que tu peux manger tout, mais il n'y a rien de si authentique que ça, là, tu sais. Ça, de cette façon-là, tu apprends vraiment qu'est-ce que les gens mangent dans leur quotidien. Ouais. Tu sais, parce qu'au restaurant, finalement, c'est souvent des restaurants fusion, puis ils te servent toutes les cuisines. Puis tu sais pas vraiment, mais les familles, c'est quoi qu'ils mangent? C'est quoi leur truc? Puis quand j'étais au Guatemala, j'allais faire le marché avec la maman là, de ma famille d'accueil. Puis c'est là que je voyais qu'est-ce qu'elle achetait, comment elle cuisinait. Puis après, ben, de fil en aiguille, je suis devenue amie avec avec ses voisines. Puis là, je me faisais inviter pour cuisiner. Tout ça, là, ça coûte rien. Là. C'est pas... Ils m'ont pas facturé comme une agence de voyage pourrait facturer pour un cours de cuisine qui finalement est pas tant authentique parce que on a le tablier avec le nom de l'école culinaire là, là, du coin. Non. Puis souvent, il y a comme 20 personnes pour un prof dans les cours de cuisine. Toi, tu coupes des piments, puis toi, tu coupes des... Ça n'a pas de bon sens, tu n'apprends rien, mais tu as fait un cours de cuisine à l'étranger, c'est pas ça. Là. Aller chez les gens, j'ai toujours réussi avec le bouche à oreille, de passer le mot pour me trouver des cours de cuisine, mais pas des cours de cuisine, plus des opportunités pour cuisiner avec les gens. J'en ai une qui me revient en tête. J'étais au Sénégal, je passais le mot, connaissez-vous quelqu'un? Finalement, j'étais invitée dans une famille. La maman a cuisiné avec moi toute la journée. J'étais avec ma fille qui a joué avec l'enfant de cette femme-là. Ça a été là, une journée incroyable. Puis, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point les enfants, ils peuvent s'amuser toute la journée avec rien. Là. Le petit garçon, il y avait un camion brisé puis des cailloux. Puis là, ils se sont fait un trajet de cailloux avec le camion brisé pendant toute la journée. Ma fille qui avait le même âge, là, qui avait comme 4-5 ans, je les ai pas entendus. Fait que je sais pas si vous savez, là, mais au retour, les bébelles, là, puis les cadeaux de Noël, là, ils ont été vraiment reconsidérés. Ça a été des cailloux dans une boîte. Ça, des cailloux avec un camion brisé. Non, mais pour vrai, tu sais, les enfants, là, on a expliqué à ma fille là, que c'était des voyages qu'on était pour faire ensemble et non d'avoir la 8e Barbie. Là, elle n'a pas été dans cette éducation-là. Là. Voyager, là, ça, pour vrai, là, c'est la meilleure façon de dépenser des sous, selon moi. Là. Parce que, excuse-moi. Oui. J'ai trop de questions. Moi, je suis alto. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 18 ans. OK. Elle va avoir 19 ans bientôt. Puis, on a voyagé ensemble depuis qu'elle est tout petite. Elle avait 10 mois quand on a fait son premier voyage. Puis là, du haut de ses 18 ans, elle a fait une quarantaine de pays différents. Puis, quarantaine? Oui, wow. Vraiment. Là, elle est allée... Ben, moi, je suis pas mal à 40. Là, mais tu sais, j'ai le double de... Oui. Ouais. J'ai le double de ta fille. Attends, on est allés ensemble en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les pays scandinaves. On est allés en Russie. On est allés en plein de pays d'Europe. On a fait plein de voyages ensemble. Puis maintenant, tu sais, ça fait d'elle une jeune adulte hyper ouverte, qui connaît plein de choses, puis qui a le goût ensuite de voyager. Puis là, elle commence ses premiers voyages seule, sans ses parents. Puis ça, c'est excitant, là. Ouais. Est-ce que ça te fait peur? Ben, la prochaine, je te laisse aller, Charlie, je te promets. Pas de chicane. Mais je pense qu'elle a plus peur, elle, que moi. Parce que moi, je sais qu'elle est capable, je lui fais confiance, je sais qu'elle a des super bons réflexes. Puis dans les derniers voyages qu'on a fait ensemble, je la laissais aller, je la laissais prendre les devants, je la laissais gérer les passeports ou gérer les trucs à l'aéroport ou s'orienter pour voir. Puis elle est top, là. Elle est vraiment, là, c'est un petit poisson dans l'eau, c'est une naturelle. Mais là, elle trouve ça plus intimidant, par contre, de plus m'avoir ou de voyager sans moi, d'être par elle-même loin. Mais je suis sûre qu'elle va le faire une fois ou deux, là. Puis, tu sais, là, elle va vivre ses premiers voyages cet été, là. Puis je suis juste comme trop excitée pour elle, là. Moi, j'ai hyper hâte. Puis j'ai juste hâte qu'elle aille étudier ailleurs, puis que j'aille la visiter, là. Puis, c'est ça qu'elle va faire? Ben, je sais pas. Okay. Mais moi, je suis pas la maman qui retient. Je l'encourage à aller à fond dans les voyages. Elle a une longueur d'avance sur moi à son âge, là, c'est sûr. Mais c'est clair, parce que ça, personne ne te l'a montré, mais toi, tu lui as montré, fait qu'elle a quand même eu cette chance-là, puis d'évoluer dans ce milieu-là. Mais c'est ça, parce que tu disais que tu avais commencé, elle avait 10 mois, je pense, son premier voyage. Ben oui. Mais tu sais, ça, il y a beaucoup de limitations que les nouveaux parents ou les gens qui ne sont pas encore parents vont se mettre, puis vont faire « Oh my God, faut que je voyage avant que j'aie des enfants. » Parce que quand j'ai des enfants, ça s'arrête. Mais toi,
En fait, j'ai profité là, au maximum de son 0-2 ans parce que les vols sont gratuits, parce qu'on traîne l'enfant sur nous. Là, on n'a pas besoin de payer un siège. Fait que le 0-2 ans, là, on est allé au Panama, on est allé au Nicaragua, on est allé à Londres, on est allé en Italie, on a fait plein de pays parce que j'ai pas eu tant de congés de maternité parce que j'étais travailleur autonome. Fait que je me suis dit, hey, j'ai pas de congé de maternité, fait que je vais quand même en profiter pour voyager souvent, mais organiser mon travail autrement. Puis à l'époque, j'étais travailleur autonome, donc c'était possible. Puis moi, j'ai toujours dit, c'est pas moi qui s'adapte à mon enfant, c'est mon enfant qui va s'adapter à mon style de vie. Puis l'enfant, il connaît rien d'autre, là, fait qu'il va découvrir sa vie à travers ma vie. Là. C'est à moi de lui montrer comment quel genre de vie je veux pour ma famille. Fait que ça a été hyper clair là, que c'est facile là, avoir un enfant en voyage. Là. Tu peux t'écrases un petit légume, là, tu y donnes. Les locaux sont tous super ouvert, elle se faisait gâter, elle se faisait accueillir dans les restaurants. Tu sais, ça devenait un lien pour moi, pour une porte qui s'ouvrait par ma fille. Tu sais, les gens étaient beaucoup moins méfiants. J'étais pas une touriste comme les autres. J'avais un enfant, j'étais une maman. Fait que là, j'avais beaucoup plus... Les gens me faisaient plus facilement confiance qu'à n'importe quel touriste. Dans les parcs, tu sais, veut pas, on veut voyager, mais on veut que notre enfant aime et apprécie le voyage. Fait que ça permettait, mettons, si j'allais dans un musée, mais après, on allait jouer au parc. Mais là, au parc, il n'y a pas de touristes dans un petit parc à jeux. C'est juste des petits enfants. Ça créait des opportunités de rencontre avec les locaux. Fait que là, elle jouait avec les petits Italiens ou elle jouait avec les petits Londoniens. Puis là, elle a appris les langues vraiment facilement. Tu sais, moi, c'est un défi de parler une autre langue, mais elle, là, 3 secondes d'écart dans un autre pays, puis elle sait la base. Là, c'était au Portugal, sumo de massa, là, c'était comme le jus de pomme. Là, elle, là, elle a catché vite c'était comment qu'il fallait pas manger. Bonjour, c'est jus de pomme. Oui, c'est ça. Elle, là, était tout petite, puis elle savait comment commander un jus de pomme dans un restaurant. Elle savait comment, des trucs comme ça. Là, j'ai adoré le voyager avec ma fille. Puis j'aime encore ça. Là, on est super complices, puis on s'entend super bien en voyage. Fait que ça nous permet de continuer de faire des voyages, mais elle, entre-temps, d'en faire aussi seule. Ouais. Mais parce que toi, tu as trouvé une certaine facilité, mettons quand elle était plus jeune, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh mon Dieu, mais c'est plus difficile, le transport, mettons. » Tu sais, j'imagine que tout dépend aussi des enfants, là. Mais ouais, c'est ça. Mettons, un bébé, c'est un bébé. Là. À braille dans l'avion, là, tu fais juste gérer comme tu peux. Ben oui, puis tu sais, l'idée, c'est d'être présent pour l'enfant, moi, je pense. Tu sais, c'est de ne pas être sur son sel, puis de ne pas être pris ailleurs, puis de juste, tu sais, comme vouloir que l'enfant se taise. Moi, je voulais voyager pour vivre des moments précieux avec ma fille. Fait qu'en étant avec elle, dans le moment présent, mais c'est sûr là, qu'elle était stimulée, puis il y avait toutes sortes de trucs aussi. On a joué à des jeux, là, mais tu sais, des jeux qui sont pas des jeux qui se transportent, des jeux d'imaginaire, là, tu sais, des jeux d'alphabet, puis des jeux de chercher-trouve dans l'environnement, puis des jeux de mémoire, puis des jeux de je vois quelque chose, puis là, d'essayer de deviner à quoi je pense, ou qu'est-ce que je vois, puis tu sais, de raconter nos journées, tu sais, ça a été une façon de voyager léger, mais d'avoir là, toutes sortes d'activités à faire pendant les moments d'attente à la gare, pour visiter un musée. Il y a toujours des fils partout là, en voyage, mais il y a toujours des opportunités comme ça de construire un peu là, des jeux imaginaires. Là. Puis un autre truc que j'avais avec ma fille, là, que je ne fais plus maintenant parce qu'elle est grande, mais jusqu'à peut-être 10-12 ans, là, on se faisait des petits cahiers de voyage. Puis là, c'était pas un cahier où on écrivait ce qu'on faisait de notre journée, mais on ramassait des trucs à coller dans ce cahier-là. C'est comme un genre de scrapbook, mais sans tout le petit côté... tout le minimalisme. Oui, c'est ça. Mais exemple, on est allé... en Belgique, puis là, ben, les sachets de sucre en Belgique, ils ont des BD dessus, des bandes dessinées. Bruxelles, c'est la capitale de la bande dessinée. C'est là que toutes les grandes bandes dessinées qu'on connaît ont été créées. Puis sur les murs des immeubles, il y a plein de bandes dessinées. Fait que là, on jouait à trouver les bandes dessinées là, dans la ville. Puis au détour d'une rue, il peut y avoir un Gaston Lagaffe ou il peut y avoir un Tintin dans un autre coin. Puis là, ben
les sachets de sucre sont comme à l'effigie de cette réputation-là. Là. C'est vraiment comme la capitale de la bande dessinée. Puis là, elle collectionnait les petits sachets de sucre. Puis là, elle les collait dans son cahier. Bruxelles, c'est aussi la capitale de la frite. Là, mais là, ils servent les frites dans un cône avec un petit pic. Fait que là, elle collectionnait les petits pics. Puis elle les collait dans son cahier. Billets de métro, des factures de restaurant, des billets des billets de... Spectacle? Ben, de spectacle, de musée, de visite, de tout ça. Elle gardait tout. Puis elle collait, puis là, ça devient des souvenirs, puis là, avec des petits dessins, puis des petites choses, puis toujours un échantillon de la monnaie, un timbre, toutes sortes de petits souvenirs du pays. Puis quand on a fini le voyage, le scrapbook est fini. C'est pas quelque chose qu'on fait après le voyage parce qu'on revient dans le quotidien et on le fait jamais. C'est quelque chose qu'on faisait dans tous les petits moments d'attente ou le soir. Ou, puis on remplissait la page de ce qu'on avait fait. On découpait le château dans le dépliant, on le collait. Puis là, on avait notre petite trousse, là, le petit coffre à crayon avec un peu de colle, une petite paire de ciseaux, Puis à la fin, ils sont tous finis, là, on les a tous, puis c'est des souvenirs, puis elle se rappelle peut-être pas de tous ses voyages, mais quand elle consulte les scrapbooks, elle se rappelle, par le scrapbook, là. Ouais. Fait que c'est au fond de trouver, des façons d'occuper ton enfant, puis de créer des jeux, puis de rendre ça le fun, Ouais. Comme tu dis, puis sinon, l'enfant peut commencer à s'ennuyer ou à chialer, oui. ou à... Puis il faut que ça soit un voyage gagnant-gagnant, là, autant pour elle que pour moi. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire des activités qui vont lui plaire, puis alterner avec des activités qui sont pour moi. Est-ce que moi, je veux plus faire un cours de cuisine? Oui. Est-ce qu'elle va vouloir aller visiter un sanctuaire qui vient rescaper les animaux? Oui, elle, c'est plus ça. Fait que comme encore aujourd'hui, on voyage à deux en fusionnant nos intérêts. Elle, maintenant, elle est intéressée par la culture, par la musique. Elle va aller dans les record stores, là. Elle va aller magasiner des vinyles, elle va aller magasiner des... Puis je la suis là-dedans alors que je ne serais pas allée si c'était pas d'elle. Mais elle embarque dans mes visites de marché, puis dans mes sélections de bonnes adresses, puis tous les restaurants que je veux essayer. Fait je vais aller voir des spectacles qui l'intéressent, mais moi, elle va me suivre dans des musées qui m'intéressent. Là. Est-ce que c'est des choses que vous faites aussi à Montréal ou justement c'est le voyage qui vous permet de faire ça? Bien, c'est sûr que le voyage, c'est comme un concentré parce qu'on est, mettons, 10 jours, 2 semaines sans le quotidien, sans le ménage, le lavage, la routine, sans l'école, le travail. Donc, on est ensemble à temps plein, mais on a toujours pris cette habitude-là une journée pédago, une journée, là, maintenant qu'elle est au cégep, une journée de congé, d'aller à Montréal, ou des fois, c'est comme d'aller à Toronto, ou d'aller à Québec, d'aller à Boston, d'aller à Burlington. C'est accessible en voiture. Puis ça te permet de faire une petite journée week-end, un petit 48 heures où tu n'es pas dans ton quotidien, tu n'es pas dans ta routine. Tes sens sont stimulés. Oui, t'es stimulé. T'es pas... c'est ça. T'es pas devant Netflix, là. T'es en train de vivre quelque chose. T'es pas dans tes pantoufles. C'est ça. T'es en train de créer des moments, des souvenirs. Puis pour moi, là, ça, c'est hyper précieux. Puis, je peux avoir... je vais user mes meubles. Puis je vais pas... ma maison, j'ai une toute petite maison. Puis mes voitures, je les use à corde tout le temps parce que je veux pouvoir vivre ces moments-là sans me dire que, c'est pas possible parce que je me suis acheté une nouvelle télé. Mais des fois, on oublie que, oui, on est des voyageurs, on aime ça aller à l'international puis prendre l'avion, mais justement, il y a des destinations tellement plus proches. Des fois, tu as besoin juste d'une petite fin de semaine ou d'une petite semaine, puis tu peux aller... on est quand même proche de beaucoup des États-Unis, puis même à travers le Canada. Fait on oublie qu'on peut aller non loin. Québec, si tu viens pas de Québec, mettons, oui. c'est un voyage. Puis c'est trippant, là. Il y a des super beaux quartiers, des bonnes adresses. D'aller se promener dans Limoilou, dans Saint-Roch, c'est de faire des recherches en amont pour trouver les meilleurs cafés, les plus beaux cafés ou les petites boutiques. Puis là, après, d'aller les visiter, puis là, de prendre des photos. On est là-dedans. Là. On est vraiment dans ce genre de voyage-là. Puis je trouve que c'est beaucoup basé sur la philosophie aussi européenne, parce que tout est prêt en Europe, puis tu fais 2-3 heures, puis tu es dans un autre pays avec une autre culture, cuisine, histoire. Mais nous, on fait 3 heures de route, on est encore dans le même pays, tu sais. Mais on peut quand même avoir un dépaysement. Tu vas dans les cantons de l'Est, tu vas vivre d'autres choses que si tu vas dans les Laurentides. Fait que c'est ce genre de goût
de l'aventure que j'ai qui est pas nécessairement attaché à un billet d'avion, mais qui est dans le goût de pas rester à la maison. Je suis pas casanière. J'aime ça sortir de chez moi. Un week-end à la maison, là, c'est rare, là, tu sais. Je vais toujours avoir des plans, je vais toujours être, je la bougeotte, puis je trouve que c'est comme ça qu'on profite de la vie, là. C'est comme ça qu'on va au bout du temps qui nous est accordé, là. C'est en le remplissant avec plein d'aventures, là. Clairement. Puis, ouais. Parce que t'es... Oui. Vas-y, Charlie, parce que... Soit que vous posez la question en même temps, soit que vous en posez ni une ni l'autre. Je vous écoute. Vas-y, Charlie. Non, mais moi, je voulais parler de plein air. Parce que, ben, c'est ça, t'es vraiment une aventurière, puis t'aimes beaucoup le plein air. Puis tu l'as dit, tu te tiens... Ben, tu l'as peut-être déjà fait, mais tu te tiens quand même loin des hôtels de luxe, puis des tout inclus. Puis tout, toi, tu aimes ça partir à l'aventure. Puis comme t'as fait des périples aventuriers, plein air, des hikes de fou, là. Puis on me dit à l'oreille que t'es la personne qu'on veut avoir avec nous quand on monte un volcan. Genre, ou quand on est perdu dans le plein air, c'est une de mes passions. Le voyage, c'est une autre de mes passions. Mais les voyages de plein air, c'est comme le nec plus ultra pour moi, là. Je capote là-dessus parce que c'est une façon de me réaliser, c'est une façon de repousser mes limites, de me dépasser. Puis, j'ai pas grandi sportive, là. J'étais pas sportive, moi, au secondaire. J'étais toujours la dernière prise dans les équipes. J'étais toujours, là, genre, zéro douée. Tu sais, pas capable d'attraper un ballon. Je l'avais pas, là, tu sais. Puis, je pensais que j'étais pas sportive jusqu'à temps que je découvre le plein air. Puis, c'est au cégep que j'ai commencé à faire du plein air avec une copine qui m'a comme traînée dans un sentier. Puis là, j'ai comme, wow, OK, là, j'ai quelque chose, là, parce que je suis pas en train de perdre ou de gagner, puis d'accumuler des points ou d'être en compétition contre quelqu'un. Je suis juste en train de m'amuser, de bouger. C'est moi contre moi, là, dans une montagne, là. Il y a pas... le but, c'est pas de se rendre en haut le plus vite, là. Le but, c'est d'en profiter, puis d'admirer le paysage, puis de vivre une connexion avec la nature. Puis ça a été vraiment ma façon de devenir sportive, d'être active. Mais j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur, là, parce que j'étais sûre que j'étais pas bonne, puis que j'étais pas à la hauteur. Puis le premier voyage de rando que j'ai fait, je me suis inscrite sur un coup de tête parce que j'animais une conférence sur le diabète à des personnes diabétiques. Puis là, la personne qui organisait la conférence me demande si elle pouvait prendre la parole avant moi pour faire un petit message à l'auditoire. Fait que là, évidemment, là, elle s'adresse aux participants en leur annonçant qu'il y avait un voyage caritatif organisé en Chine, sur la Grande Muraille, dans des régions sauvages de la Grande Muraille qui sont inaccessibles normalement au tourisme et que là, ils ont eu comme un permis pour aller accéder à une zone sauvage de la Grande Muraille de Chine et que c'est un voyage dont les fonds amassés vont aller à la recherche sur le diabète. Là, j'étais comme, pardon? Pendant toute ma conférence, je pensais juste à ça. J'étais comme... Non, mais je vais y aller. À la fin de la conférence, j'étais allée revoir l'organisatrice. J'ai dit, hey, est-ce qu'il faut être diabétique pour aller là? Parce que moi, tu sais, je suis nutritionniste, là. Je serais utile en voyage avec vous. Puis là, finalement, le voyage était ouvert à tous, mais le fait que je sois nutritionniste, c'était un plus parce que je pouvais être utile pour les participants. Ça a été le premier voyage de randonnée que j'ai fait. J'ai trippé. J'étais pas assez bien équipée. J'étais pas assez bien préparée. Il y avait comme plein d'affaires que j'ai faites différemment après ce premier voyage-là. J'avais le trac. Les semaines avant de partir, là, j'avais une boule dans l'estomac en disant « Qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans quoi je m'en... » Tu sais, je me suis mis... Mais j'ai vécu vraiment un moment, là, tu sais, fantastique, là, de réaliser que ça pouvait être ça, les voyages. On campait au pied de la Grande Muraille de Chine. C'est incroyable. On allait dans des villages où ils parlaient ni français ni anglais. Là, il y avait rarement vu des étrangers. On avait accès là, à la population locale du nord de la Chine comme personne. Là, c'est pas touristique du tout, là, cette région-là. Puis, on faisait là, des randonnées magnifiques. Là, ça avait juste aucun sens. Puis ça, ben, ça a été comme... J'étais
j'étais faite après, là. J'avais la piqûre, puis c'était terminé. Puis là, maintenant, c'est une cause que je supporte depuis 12 ans et plus. Je vais faire en fait, je sais pas trop quand on va être diffusé, mais au mois d'avril, moi, je vais être en Espagne pour faire un voyage avec Diabète Québec. Ça va être mon 7e voyage avec eux, où j'accompagne des personnes diabétiques dans un défi sportif. Puis ça a été comme, pour moi, mon premier défi sportif. Puis maintenant, ben, je vais transmettre mon expérience à d'autres personnes qui vivent leur premier défi sportif. Puis je les accompagne, je les aide, je les encourage, je leur donne des trucs. Puis pour moi, c'est comme une façon de donner la piqûre, puis de redonner un petit peu. Là, puis ouais. Fait que tu utilises le voyage pour repousser tes limites, au fond. Ouais. C'est ça, tes expériences de voyage les plus marquantes quand t'avais le trac, t'étais pas certaine, finalement tu l'as fait, t'as réussi. Ah oui, puis tu sais, une fois que les limites sont repoussées, ils restent repoussés pour d'autres choses de la vie, tu sais. C'est pas vrai que ça va, tu sais, faut que ta limite est repoussée, puis là, elle revient à... Non, elle est repoussée, puis ça t'aide à faire face à des défis du quotidien, à des enjeux, à des mauvaises nouvelles, à des déceptions qui n'ont pas rapport avec le voyage, mais qu'on vit tous au quotidien. Mais c'est juste que ça t'apporte une résilience, ça t'apporte une flexibilité, une ouverture que tu as acquis par le voyage, mais que tu peux appliquer dans d'autres choses. Puis, tu sais, mes premiers voyages, j'avais le trac parce que c'était l'inconnu. Puis des fois, maintenant, c'est pas tant l'inconnu que l'adversité. Là, tu sais, t'es dans une tempête où tu te blesses. Je suis allée faire un voyage au Monténégro. Au jour 2 de mon voyage, je me suis pété la gueule. Là. J'ai tombé, puis j'avais mal partout, un genou blessé. Ça. Mais je voulais... Tu sais, j'avais le choix entre abandonner le voyage, continuer. J'ai été évaluée par un médecin qui me disait, tu peux continuer, mais tu vas avoir mal, mais c'est pas dangereux de continuer, tu vas pas aggraver ta blessure, mais tu vas vraiment, tu sais, trouver ça dur. Fait que depuis, j'ai continué, là. Tu sais, Comment t'es tombée, excuse-moi? Ah, on était dans une montagne, c'était super accidenté. Mon bâton, il a coincé et puis il a cassé. Fait que j'ai tombé parce que le bâton m'a abandonné, là. Ouais. Puis il m'a laissé tomber. Et puis, j'ai comme dégringolé dans un paquet de roches, là, dans un truc, là. C'était vraiment assez escarpé. Puis, finalement, j'ai été très chanceuse parce que, tu sais, j'aurais pu, tu sais, avoir des blessures beaucoup plus graves, mais ce que ça a fait, c'est que c'est mon genou qui a pris le coup, et puis il n'y avait pas de blessure qui était qui était comme qui m'aurait fait abandonner le voyage, mais j'ai comme eu très, très mal. T'as continué pendant combien de temps? Ouais, ben, pendant 10 jours, là, tu sais. Fait que c'était... mais t'as pas abandonné. Non, j'ai pas abandonné. Puis c'est une fierté pour moi de dire, « Hey, regarde, j'étais capable. » Ça m'a... Tu sais, puis c'est... Quand on abandonne, c'est souvent la tête qui abandonne, c'est pas le corps. C'est souvent le découragement ou c'est qu'on ne croit pas en nous, on se croit pas capable ou assez fort. Puis à chaque fois que j'ai vu des gens abandonner en voyage ou dans des épreuves, c'était pas parce qu'ils n'étaient pas capables, c'est parce qu'ils ont comme un peu lancé la serviette. C'est une excuse. Parce que peu... tu avais la meilleure excuse. Tu aurais pu, puis genre personne t'en aurait voulu, puis personne t'aurait jugé. Tout le monde aurait compris. Tu aurais dit, tu viens de débouler puis de te blesser, comme c'est normal, mais au contraire, toi, t'as décidé que c'était un défi. Ça faisait puis... 2 mois que... Ça faisait pas des mois que je rêvais de ce voyage-là. Puis j'étais comme, non, je vais y aller une journée à la fois. Je revaliderai ma décision à chaque jour. Mais là, pour l'instant, je suis capable de faire face à cette douleur-là. Puis, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, les femmes qui vont accoucher puis qui vont se conditionner pour gérer la douleur. Il y a beaucoup qui se passe entre les 2 oreilles, là. Tu sais, il y a beaucoup de ça que tu peux te parler, que tu peux te conditionner pour vraiment réussir. Fait que quand tu es dans une tempête ou quand tu es dans une situation où tu as manqué ton avion ou que tu as perdu tes bagages ou que tu t'es fait voler ton portefeuille, tu as le choix. Tu peux paniquer, ça peut être la fin du monde, ça peut prendre toute la place, ou tu peux te mettre en mode solution, puis tu peux te retrousser les manches puis dire, bon, c'est ça qui est ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est un petit peu l'attitude qui nous permet... qu'on n'a pas le choix d'avoir en voyage, parce que sinon, on fait pas long feu.
Mais du moment où tu adoptes cette attitude-là, tu reviens à la maison puis tu la gardes, l'attitude. Fait que là, quand tu es dans le trafic ou quand tu as une mauvaise nouvelle ou quand il y a quelque chose qui a un dégât d'eau chez toi, tu vas avoir la même attitude résiliente de dire, bon, ben c'est ça qui est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est un petit il n'y a pas de voyage parfait. Puis, vous êtes des grandes voyageuses, vous le savez. Tu peux avoir un plan A, mais c'est rare que le plan A va être tel que tu l'as imaginé. Il y a toujours des choses qui ne marchent pas. C'est ça qui est le fun. Ben oui. C'est de ça dont tu te rappelles. Tu te rappelles pas de la fois où tu as prévu le plan A, puis c'est réellement passé le plan A. Puis souvent, le plan B est bien plus excitant que le plan A, puis devient le plan A. Là, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, une petite magie qui opère, puis tu rencontres quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré si tu ne l'avais pas raté, ce train-là, ou si tu n'étais pas perdu, peut-être que tu n'aurais pas découvert ce restaurant-là magnifique qui n'était pas sur ta liste de bonnes adresses. As-tu déjà raté un avion? Oui. Ouais. On dirait que j'aurais pas cru. Oui, mais en fait, des fois, c'est pas... c'est pas de ma faute, mais c'est ça qui arrive. Tu sais, t'es pris dans le trafic ou à un moment donné, j'étais en Norvège avec ma fille, puis on avait là, prévu notre coup, on était d'avance, mais tu sais, le trafic a fait qu'on n'a pas été capable de prendre l'avion, mais après, tu t'arranges, la compagnie aérienne, il y a des solutions, il y a tout le temps une solution, il y a toujours quelque chose qui arrive, puis là, tu te dis, OK, ben peut-être que je peux pas prendre l'avion, mais je vais prendre le train, ça nous est arrivé en Italie, je pouvais pas, on a manqué notre avion, mais finalement, on s'est reviré de bord, puis on s'est déplacé autrement, puis, tu sais, après, il y a comme toujours une façon, là, il y a toujours des solutions. Ça, là, c'est la grande leçon que j'ai appris en voyage. Quand tu es flexible, quand tu es en mode ouverture, il y a toujours des solutions. Puis, tu as le choix de rester campé dans « Ah, c'est l'enfer, c'est la fin du monde, c'est donc... » Ou de juste dire « Bon, ben c'est ça qui est ça. » Tu sais, c'est ça qui est ça. Je pense que c'est de ne pas être dans le contrôle puis de lâcher prise. Puis c'est là que... Il y a des choses, il y a des choses qui se passent. Incroyables qui se passent. Ouais, la magie opère. Puis, mais c'est pas juste en voyage, ça. Il faut garder cet esprit ouvert-là au travail, au quotidien, dans nos enfants, avec à l'épicerie, au garage, n'importe quoi. Dès qu'on est rigide, c'est là qu'on est dans un mode qui nous empoisonne. Mais quand on devient ouvert, curieux, optimiste, mais c'est là qu'on peut avoir juste des bonnes connexions avec les gens, parce que les gens vont vouloir connecter avec quelqu'un qui est souriant, puis optimiste, puis qui prend la vie du bon côté. Qui est en train de chercher une solution à son problème, qui demande de l'aide. Qui le prend avec humour, puis qui met un petit peu qui dédramatise, que quelqu'un qui est en train de broyer du noir, puis qu'il n'y a même plus de contact avec les autres, là, qui est juste comme dans son petit drama, là, c'est ça, là. Clairement. Mais maintenant, tu es tellement habitué de tes expériences, notamment de plein air, de voyage en général, comme tu l'as dit, tu es beaucoup plus préparé que, mettons, ta première hike quand tu es allé en Chine. Clairement. Les voyages de plein air, maintenant, je sais dans quoi je m'embarque, puis je suis préparée pour moi, mais je suis préparée pour les autres aussi. Ça, c'est drôle. Mais j'adore ça parce que moi, je suis une fille qui aime aider. Tu sais, c'est pas pour rien que je fais le métier que je fais. Je suis nutritionniste parce que je veux aider les gens à bien manger, je veux prendre soin des gens. J'ai ça en moi, le côté altruiste, le côté généreux, ça me définit. Tu sais, je suis vraiment une maman là, qui veut que les gens, tu sais, soient bien. Tu sais. Et c'est la même chose dans mon équipe avec mes employés. Tu sais, j'aime prendre soin des gens. Fait qu'en voyage, c'est la même chose. Là. Je vais toujours avoir des petites choses dans mon sac à dos qui vont pouvoir aider ou rendre service. Quand le moral des troupes diminue en rando parce qu'il fait pas beau, parce que la randonnée est plus dure que prévu, de sortir des petits jujubes en forme de framboise, là, aïe, que ça fait son effet. Ça coûte rien, c'est pas lourd, c'est dans mon sac à dos, mais il y a toujours un moment où je sens que là, c'est le moment des framboises, parce que là, il y a comme zoup, la pente descend, puis les gens sont tannés un peu de marcher, ou il commence à pleuvoir, ou il y a toujours un moment. Fait que des petites framboises, des petites amandes enrobées de chocolat, des petites
des petites surprises comme ça, ou juste... Qui peuvent faire toute la différence, ben, qui font toute la différence carrément, là, qui mettent le sourire, puis qui changent un peu la vibe du groupe. Puis, tu sais, j'ai toujours une petite pompe, là, tu sais, un petit push-push là, de pharmacie, là, tu sais, que, tu sais, vraiment, là, des petits formats de voyage, mais en vapeau. Puis je mets de l'eau dedans. Mais quand il fait comme très chaud, c'est tellement ingénieux. Ça, là, hey, ça prend pas de place. Puis là, là, oh mon Dieu, c'est comme un cadeau de la vie, là, dans une grosse... Mais comment t'as pensé à ça? J'aurais jamais pensé à ça. C'est tellement simple. Ben oui, puis toi, tu reviens du Brésil, Charlie, puis il faisait chaud, là. Ouais, mais t'aurais aimé ça, avoir ça? C'est clair. Mais là, après, tu le passes, là, tu sais, il n'y a pas de problème à le passer. Puis là, tout le monde se met à se pouche-pouter, puis là, ils sont comme... Puis là, mais là, ça change juste, tu sais, ça change l'énergie du groupe, là. Puis des petits trucs comme ça, j'en ai plein, puis je les révèle tranquillement, pas vite. Tu prends un plaisir aussi de voir la surprise des gens. Les jujubes, oh mon Dieu, un push-push. Ben, mes amis m'appellent Mary Poppins, là, parce que j'ai toujours, tu sais, comme le sac infini de Mary Poppins, là, qu'elle sort une patère, puis elle sort son parapluie, puis elle sort des jeux, puis elle sort toutes sortes de choses de son sac à dos. Mais c'est comme si mon sac à dos de voyage, de rando, il n'y a pas de fond parce qu'il y a toujours ces petites surprises-là. Puis des fois, c'est des surprises pour remonter le moral, mais des fois aussi, c'est pour soigner ou, tu sais, guérir. Là, j'ai tous les petits comprimés utiles que les gens ne pensent pas à porter pour les blessures, les malaises, les choses comme ça. Les ampoules aussi. Ça ne paraît pas, là, mais quand tu marches, là, l'ampoule peut prendre toute la place dans ta tête. Là, ça peut t'empoisonner le voyage, là, carrément. Ça peut ruiner ta hike. Ouais. Complètement. Puis c'est long, là. C'est fou, chaque pas. Oui, à chaque pas, tu y penses. À chaque pas, ça te fait mal. À chaque pas, tu as hâte d'arriver. Alors que si tu les traites comme il faut, puis moi, j'ai comme un doctorat en traitement d'ampoules, là. Je suis capable de vraiment, là, bien, j'ai tous les petits produits, le petit tape d'escalade que je viens faire, là, comme un pansement qui fait que tu la sens plus, ton ampoule. Wow. Puis je te jure que tu la sens plus, même si c'est une grosse ampoule. Après, comment faire. Montre-moi ton pied, je te avec ça. Non, mais pour vrai, puis ça, c'est valorisant. Là. Moi, je suis heureuse d'avoir réglé le problème d'ampoule à quelqu'un qui était en train là, de pleurer en marchant parce que là, c'était comme insupportable. Puis là, de voir que, hey, non, je t'ai arrangé ça, puis maintenant, tu peux profiter de ta rando, là, c'est comme magique, puis je suis... Mais il t'arrive-tu encore, parce que tu penses beaucoup aux autres là-dedans, mais est-ce qu'il t'arrive encore des bad luck à toi que malgré ton expérience, t'es comme... Ça, c'est pratique. Je suis contente d'avoir ça avec moi, pour moi, mettons, pour toi. Bien, toujours. Tu sais, c'est que je suis pas supérieure du tout. Tu sais, il y a comme... je vis mes propres enjeux, puis il y a toujours, en voyage de rando, là, quand on marche, tu sais, 10, 12, 14 jours en ligne, des journées où c'est toi qui files moins, là, tu sais. Puis le groupe... Si on a redonné, les gens nous redonnent en retour. Là. Fait que, la journée où tu as mal au ventre, là, tu te lèves, puis tu as des crampes ou à un moment donné, moi, je porte des verres de contact. C'est toujours un enjeu en voyage, mettre, enlever, garder ça propre, le côté là, vraiment stérile, tout ça. Puis là, j'ai développé des trucs, puis ça va mieux. Mais au début, je me faisais souvent des conjonctivites. Puis en voyage, là, avoir tout l'œil enflé, fermé comme une tortue. Là, puis d'avoir, là, mais là, j'ai toujours des gouttes, j'ai toujours, une prescription, ça, mais des fois, c'est moi qui s'en sers, mais des fois, c'est que je l'offre à quelqu'un parce que on a toujours, c'est ça, nos bonnes journées, nos moins bonnes journées, une journée où il pleut assis ou que t'es mouillé jusque dans les bobettes, là, ça te prend... yay! Faut que des fois, faut que tu ailles le chercher ton plaisir un peu plus loin, là, mais ça m'empêche pas de vouloir voyager et revoyager et toujours voyager parce que tu t'en souviens plus de ces moments-là difficiles. Tu te souviens. Il n'y a pas grand-chose qui te décourage, finalement. Oui. Bien, pour vrai, je suis capable d'en prendre pas mal parce que toutes ces petites anecdotes-là, ces aventures-là additionnées, bien, font de moi une personne qui est bien plus solide puis qui est capable... Résiliente. Ben oui. Puis, puis ça fait de moi une meilleure femme d'affaires, une meilleure entrepreneur parce que c'est ça aussi dans une entreprise. Il y a plein de surprises. Il n'y a pas une journée... Il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. Chaque journée, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle se termine. Mais
j'applique cette même attitude-là où ça m'en prend pas mal pour me déstabiliser parce que je sais que je suis capable de traverser des rivières en Islande qui sont tellement froides que ça te mord les mollets, mais je suis capable je l'ai faite. Fait qu'après, on dirait que t'as une attitude face aux défis qui est différente, là. Ouais. Est-ce que tu voyages toujours avec ta fille ou tu continues à te faire des voyages solo? Oui, parce que c'est ça ce qui est important aussi quand tu deviens parent. C'est, j'imagine, parce qu'on a parlé, tu es capable de concilier famille, voyage. Ouais. Je voyage de différentes façons parce que le plus souvent que je voyage, le mieux c'est. Fait que je voyage avec ma fille, je voyage avec des amis, je voyage en solo. Ça, pour moi, c'est comme chaque voyage a sa place. J'adore voyager en solo. T'sais, voyager en solo, là, tu tournes à gauche quand tu as le goût de tourner à gauche. Tu n'as pas de compromis à faire. Tu manges quand tu as faim. Tu t'arrêtes où tu veux. Si tu as le goût de partir, tu pars. Puis si tu as le goût de rester, tu restes. Puis cette liberté-là, ça fait tellement du bien. Là. J'adore voyager seule pour cette liberté-là, de ne pas faire de compromis, de pas t'ajuster. Puis t'accèdes à un niveau de réflexion que tu peux pas avoir quand tu es dans la conversation avec quelqu'un continuellement. Tu deviens là... T'as moins de distraction. Oui, tu es dans ta bulle, puis là, tu creuses, puis c'est là que tu peux faire de l'introspection où tu peux vraiment aller chercher quelque chose d'un petit peu plus profond dans ton voyage que tu n'aurais pas quand tu as une copine ou un ami ou avec qui jaser, puis que là, tu es dans le niveau... social. Ouais. Exact. Moi, je trouve ça plus facile de recharger mes batteries quand je voyage seule parce que ça te demande quand même plus d'énergie, je trouve, de voyager avec des gens. Tu as des décisions à prendre toute la journée, tu as des choix à faire, il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu t'expliques, il faut que tu justifies, il faut que tu sais. Oui, c'est ça. Puis il y a plein d'avantages à voyager avec des amis parce que tu partages des repas, tu partages des bons moments, tu vis des expériences, puis tu peux en reparler après, tu peux rire. Tu sais, il y a tout le bonheur de voyager à 2, à 3. J'adore ça. Puis après, ben oui, ça vient avec des compromis. Tu veux que tout le monde soit heureux. Tu veux que, que chacun y trouve son compte. Fait que peut-être que des fois, tu vas faire pas ton activité préférée, mais tu le sais que la prochaine fois, ça va être ton tour. Fait, ça, c'est vrai. Mais aussi, quand tu voyages seul, tu n'as peut-être pas cette dynamique-là du fait de ne pas avoir les amis avec toi, mais tu peux te faire des amis, par contre. Tu peux... Les gens seuls, tu vas parler à des gens, tu vas plus aller vers l'autre, alors que quand tu es plus dans ton petit... avec ta petite gang... T'es moins à la rencontre. C'est ça. Fait qu'il y a des plus, il y a des moins, mais voyager en solo, en duo, même en groupe, puis des fois, on peut snobber le voyage de groupe, mais il y a des voyages de groupe qui sont pour tout le monde, puis des voyages d'aventure, là, c'est pas des voyages de retraités, là, du tout, là. C'est des voyages qui sont tripants, puis il y a plein de voyages que j'aurais pas pu faire seule. Je suis allée au Cap-Vert. Là. Le Cap-Vert, c'est un pays, c'est un archipel d'îles en Afrique vis-à-vis le Sénégal, puis c'est très peu... ça fait pas longtemps que c'est ouvert sur le tourisme. Tu as besoin d'aller là en groupe. Puis j'avais besoin d'une guide. Là. Les sentiers n'étaient pas balisés. J'aurais jamais su par où passer, où aller, puis qu'est-ce qui est sécuritaire, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Là. C'est pas comme faire une rando en France. Là. On a besoin d'avoir ce support-là, puis cet accompagnement-là. Fait qu'il y a plein de voyages. Tu peux pas... tu vas pas dans l'Himalaya toute seule. Tu as besoin d'être en groupe, d'avoir un guide, d'avoir un support, mais aussi de l'entraide. Parce que si tu es tout seul longtemps, mais si vous êtes un groupe, ben là, l'entraide, il y a comme vraiment un effet de groupe qui fait que tout est plus facile. Oui, ça te permet de faire des voyages extrêmes plus que si tu es toute seule. Oui. Puis ça t'enlève le fardeau de faire les recherches, organiser. Ben oui. Puis j'adore planifier un voyage. J'aime beaucoup, beaucoup ça, là, chercher les bonnes adresses, regarder dans quel secteur loger, puis faire mon itinéraire, puis les déplacements. J'adore faire ça. Puis j'adore aussi me faire gérer. J'aime ça quand tu t'inscris dans un voyage, puis là, tu t'abandonnes, puis tu te fais juste comme... tu te fais organiser. Là. Ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Puis ça dépend de la destination. Je peux partir, je
je sais pas quelle destination, là, mais je suis allée en Namibie, par exemple. C'est un pays dans le sud de l'Afrique et juste au nord de l'Afrique du Sud. Puis, tu vas pas en Namibie toute seule. Ben oui, tu peux, là, mais t'as intérêt à avoir un guide, à avoir une espèce d'itinéraire pour profiter de ce pays-là qui est méconnu, puis de savoir, OK, c'est dans quel coin qu'il faut aller, puis où on peut aller, puis j'ai pas tout mon temps non plus, là. Mon travail est prenant, fait que il faut que je choisisse, là, je mets-tu des mois et des mois de planification pour un voyage qui pourrait être tout planifié d'avance et être super trippant. Qui te fait rencontrer des personnes aussi grâce à ce voyage-là. Absolument. Est-ce que tu as fait des amitiés que tu gardes dans ton quotidien? Absolument. Puis j'ai des amis là, précieux qui sont mes amis de voyage. Puis on s'échange des nouvelles. Des fois, on peut se voir quand c'est des gens du Québec. Mais sinon, c'est vraiment des amitiés avec des Français ou avec des gens d'ailleurs qui demeurent. Puis après, avec les réseaux sociaux, on reste connectés. Puis c'est le fun après de voir leur quotidien, de voir passer des choses. Puis les parents d'accueil du Guatemala, là, ben, ils continuent des fois de m'envoyer des vœux à Noël, des choses comme ça. Mais ça fait des années que je suis allée. Fait que les rencontres de voyage, ça fait... ça fait partie là, des souvenirs que tu peux rapporter puis qui ne coûtent pas cher. Voilà. C'est vrai. C'est ça. Ils ne sont pas made in China. Non, mais tu as réussi, c'est ça, donc, à voyager avec ta fille, à voyager aussi maintenant parce qu'elle aussi est plus âgée, mais à voyager seule quand elle était plus jeune, tu sais, à faire comme à utiliser ton entourage, ton réseau pour pouvoir, toi aussi, avoir tes moments en tant que femme qui est une mère, qui est une carriériste, mais d'avoir tes moments aussi. Ben oui, absolument. Puis moi, j'ai jamais... tu sais, je suis partie la première fois sans elle. Elle avait 2 ans, puis j'étais en paix avec ça. Je savais qu'elle était bien avec son père, qu'elle était bien avec les grands-mamans, les toutes. Puis moi, j'étais en paix. Je me sentais pas coupable. J'avais pas le goût à toutes les 2 minutes d'appeler à la maison pour savoir qu'est-ce qui se passait. Je savais qu'elle était bien, je savais qu'elle était heureuse. Puis moi, je pouvais l'être aussi. Puis c'est ça. Des fois, comme maman, on a tendance à penser, ou certaines mamans ont tendance à penser qu'ils sont indispensables à la survie de leurs enfants, mais c'est pas vrai. Il faut faire confiance aux gens qui sont autour, puis notre enfant va grandir avec toutes sortes d'influences positives, puis on n'est pas la seule personne importante pour notre enfant. Puis ça, je sais pas, j'ai toujours considéré que pour ma fille, d'avoir un entourage fort avec des personnes de confiance, avec des gens qui l'aiment et qui veillent sur elle, c'était beaucoup plus riche que d'être 100% du temps avec sa maman. Là, Moi, j'ai des bons souvenirs de quand, justement, mes parents ils partaient en voyage, puis c'était ma grand-mère qui nous gardait, parce qu'elle nous faisait des frites maison, puis elle nous faisait de la bouffe qu'on aimait. Puis ça changeait de la routine, fait que j'ai vraiment des bons souvenirs de ça, fait que c'est rafraîchissant de t'entendre, que tu dis que tu n'as pas le sentiment de culpabilité. Tu sais que ça fait du bien, ça te fait du bien à toi, ça fait du bien aussi à ta fille. Oui, quand, elle vit d'autres expériences. Puis, je le sais, puis on s'en est parlé. Puis ma fille est fière de moi. Elle est fière de quand je reviens, elle a hâte que je lui raconte mon voyage, puis ses anecdotes, elle a hâte de savoir quelle petite surprise, petits souvenirs j'ai rapporté, puis je lui montre des photos, puis elle trouve ça cool là, d'avoir une maman qui voyage, puis puis elle a le goût de voyager par elle-même parce que j'ai vécu des beaux voyages avec elle, mais des voyages sans elle aussi, là, tu sais. C'est inspirant, c'est important, d'inspirer nos enfants, je pense, tu sais. Puis, tu sais, on a tendance à penser qu'il faut être une grande aventurière, puis il faut être super téméraire ou, tu sais, prête pour voyager, mais moi, je suis pas téméraire, puis je suis pas, tu sais, la fille la plus game, je suis super prudente, mais on dirait que les deux, tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est pas une question d'être téméraire, de voyager. Tu sais, j'y vais de façon super sécuritaire. J'ai plein de réflexes, là, pour être, tu sais, pour pas me mettre dans la gueule du loup, là. Tu sais, je prends des bonnes décisions en voyage, puis je vais être peut-être moins aventurière que certaines, là, tu sais, qui vont partir sac à dos pendant des mois, faire le tour de je sais pas quoi, là, en Amérique du Sud, tout ça. Je suis une maman, j'ai mon entreprise, j'ai des employés qui comptent sur moi. Fait que ça aussi, ça me
ça influence mes décisions, puis mes choix de voyage, puis les contextes dans lesquels je vais m'exposer. Là, je vais prendre d'autres décisions, là, mais il y a plein de façons de voyager, puis je vis pas moins de belles choses parce que j'ai choisi un cadre un peu plus... Mais c'est important de s'écouter, là, puis c'est pas une compétition, de toute manière. Tu sais, c'est ça. Ben oui, puis on fait pas les mêmes voyages quand on a 22 ans puis quand on en a 42. Tu sais, c'est pas pareil. On fait d'autres voyages, puis on a autant de plaisir. Là. Pour vrai, je suis super fière de la feuille de route que j'ai fait, mais j'ai encore tellement de destinations sur ma liste de pays que je veux visiter que c'est ça. J'aurais pas assez d'une vie, peut-être, pour aller partout où je veux aller, mais... Il y en a tellement. Ouais. C'est fou. Justement, as-tu une prochaine destination prévue? J'ai en fait toujours plein de destinations. J'ai toujours, je lance toujours plein de choses dans l'univers. Là, je travaille pour développer le marché de la France avec mes livres. Fait que là, c'est sûr que je vais aller beaucoup en France dans les prochains mois, dans la prochaine année, parce que mes livres sont maintenant disponibles en France. Puis là, c'est bien excitant. Là. Je suis très, très contente d'avoir ce nouveau terrain de jeu-là. Je m'en vais faire un voyage de randonnée dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Ça, j'ai super hâte de ça aussi. Puis, il y aura clairement plein d'autres voyages qui ne sont pas officiels encore, mais tu sais, je rêve d'aller faire du kayak au Groenland. Ça, c'est comme sur ma bucket list. Je veux aller en Turquie, je veux aller... Tu sais, il y a plein de pays d'Asie que je n'ai pas visités encore, même si j'en ai visité plein. Tu sais, il y a plein de choses que je veux faire. Après, c'est juste... Tu sais, je les lance toutes dans l'univers, puis à un moment donné, oups, il y en a un qui pop, il y en a un qui s'impose, il y en a une opportunité qui se présente, puis c'est celui-là qui sera le prochain. Là, mais... Ça arrivera en temps et lieu. Oui. J'avoue que kayak au Groenland, c'était pas sur ma liste. J'avoue que ça sort de l'ordinaire. Oui, mais j'ai fait un voyage de kayak au Panama il y a quelques années, une expérience incroyable, puis depuis ce temps-là, je veux juste faire d'autres voyages de kayak. Tu sais, je fais du kayak au Québec, dans le fjord du Saguenay, ou sur le Saint-Laurent, ou dans des rivières. Mais de vivre vraiment un voyage de kayak, tu as une liberté, puis tu t'accèdes au paysage autrement. Tu n'es pas sur terre, tu es sur l'eau, fait que tu vois les choses avec une autre perspective. Puis c'est un voyage vraiment intéressant parce que tu es en autonomie, mais avec juste les compartiments étanches. Fait qu'il faut vraiment que tu réfléchisses au matériel. Tu peux pas apporter du stock superflu. Il faut vraiment que tu rationnes bien tes bagages. Puis il y a beaucoup d'entraide aussi. Tu sais, toi, tu transportes telle affaire, moi, je transporte telle autre affaire parce qu'on peut pas tout avoir, tout le monde. Puis ça crée des super beaux moments là, de partage. Puis c'est ça. C'est avec des voyages de rando, des voyages de ski, des voyages de kayak, des voyages sportifs, là, c'est sûr là, qu'il va en avoir plein là, dans ma vie, dans les prochaines années parce que j'aime ça, je suis en forme, puis j'ai du plaisir à le faire. Puis des voyages gourmands aussi, bien ça, c'est un incontournable. J'ai fait plein... Tu sais, j'ai pas fait l'école de cuisine. Moi, je suis nutritionniste qui a appris à cuisiner au fil des ans, mais aussi au fil des voyages. Dans plein de voyages, j'ai fait des cours de cuisine qui m'ont permis de grandir professionnellement, puis d'apprendre des techniques, puis d'apprendre des trucs, puis des façons d'assaisonner, puis de tout ça qui ont fait de moi la nutritionniste que je suis maintenant, puis qui ont une influence dans mes livres sans être nécessairement de la cuisine de ce pays-là. Mais tu sais, je vais cuisiner ou aborder les produits en fonction de ce que j'ai appris à gauche puis à droite là, au fil de mes voyages. C'est quelle cuisine que t'as ramené dans ton quotidien le plus? La cuisine italienne. Ouais, Clairement. Je suis une grande amoureuse de l'Italie. C'est le pays que j'ai visité le plus souvent. Combien de fois? Je pense que je suis allée 6-7 fois en Italie. Puis à chaque fois, je visite une région différente. Le Piémont au nord, la Sicile au sud, le Talon, c'est les Pouilles, la Toscane. J'ai visité plein de régions différentes. Puis ils ont un respect du produit, de l'aliment, de son côté naturel que j'ai pas vu ailleurs. Là. Ils ont vraiment, tu sais, la biodiversité. C'est le berceau du slow food, l'Italie. C'est là que le mouvement slow food est né. Puis le slow food, c'est un mouvement qui vise à revenir à la base. C'est le contraire du fast-food. C'est le contraire de toute l'alimentation transformée avec des additifs, des agents de conservation, avec
tout le côté transformé, américanisé, mais c'est complètement le contraire. Fait que c'est de revenir à la base, puis de savoir que des pêches, là, il y en a là, des centaines de variétés. Puis si on veut toujours manger la pêche ronde et parfaite et juteuse, bien, toutes les autres variétés, on va les perdre. Fait qu'ils ont, ils ont ce désir-là de préserver la biodiversité là, comme nulle part ailleurs. Puis chaque région a sa tomate, chaque région a son... l'huile d'olive qui goûte différent dans chaque région, les fromages qui sont différents dans chaque région. Puis tout est bon, là. Ça goûte bon partout. Tu n'as pas besoin d'une liste de bonnes adresses en Italie. Là. Tu croises un truc, là, puis à moins d'être vraiment à Rome, puis que là, c'est comme plus touristique, mais dans des villages, là, ça va être bon partout, ça va être maison partout, ça va être simple partout. C'est une cuisine de fraîcheur puis de simplicité. Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, l'Italie, c'est vraiment là où j'ai le plus aimé la bouffe. Comme tu viens de dire, j'ai pas eu un mauvais repas. Il n'y a rien que j'ai mangé qui était partout. qui n'était pas savoureux, puis vraiment de qualité. J'adore la France, mais la cuisine française, c'est une cuisine qui est complexe, qui est gastronomique, qui est élaborée. C'est des étapes. C'est vraiment une cuisine complexe. Et la cuisine italienne, c'est une cuisine simple. C'est vraiment le produit est mis en valeur, finalement. Tu sais, une belle tomate chauffée par le soleil qui est cueillie à son meilleur, avec une bonne huile, il n'y a pas... C'est pas compliqué, c'est maison, c'est simple, puis ça me rejoint là, fois 1000. Là. Moi, je suis la première à décrocher quand c'est compliqué. J'aime ça, de la simplicité. T'sais, pour moi, la cuisine, c'est peu d'ingrédients, peu d'étapes, peu de vaisselle sale. C'est ça que j'aime. C'est quand t'es dans vraiment de la grosse simplicité. Puis je l'ai retrouvé ça en Italie, puis il y a plein de trucs ou de mariages de saveurs ou de techniques et de cuisson que j'ai appliquées sans le surligner, là, mais que j'ai appliqué dans mon travail. Est-ce que tu es allée au Vietnam? Non! Je vais continuer sur la bouffe. Je rêve d'aller au Vietnam, puis j'aimerais ça vraiment beaucoup y aller. Je suis allée en... mettons, si on parle de l'Asie, là, j'ai fait le Japon, la Chine, j'ai fait la Malaisie, l'Indonésie, le Singapour, le Népal, mais je suis pas allée, comme Cambodge, Laos, Vietnam encore. Et puis, je suis pas allée en Inde non plus. Puis ça, là, j'ai hâte d'y aller, là, les saveurs de l'Inde, la cuisine indienne, ça me parle vraiment beaucoup. Puis tout le monde me dit que l'Inde, c'est comme un monde à part, là. C'est tellement comme chaotique, puis tellement comme étourdissant, mais qu'en même temps, tu vas... Tellement dépaysant. Je pense moi aussi, c'est une destination qui est bientôt sur ma liste. Fait que vous allez vous y croiser. La Thaïlande aussi, je suis jamais allée, puis ça sera sur ma liste. Fait que, j'ai visité une soixantaine de pays, mais il m'en reste encore plus à voir que ce que j'ai vu. Là. Mais c'est sûr, là, tu sais, c'est... il y a toujours, tu sais, j'ai une liste là, de pays, d'onglets sur Instagram avec toutes des petites choses, tu sais, quand on épingle des destinations, puis on voit, c'est bien beau ça, je l'épingle, puis là, je l'épingle, puis à un moment donné, je sais que, cet été, je vais aller en Écosse, j'ai comme toutes sortes de recherches de faites, puis j'ai hâte de découvrir l'Écosse, puis ça sera après une autre destination. C'est rare que je retourne, à part en Italie, là, puis en France pour le travail, mais sinon, là, c'est rare que je vais retourner 2 fois dans un même pays parce que je me dis qu'il y en a tellement d'autres à voir. Mais en même temps, si l'opportunité se présente, je ne vais pas dire non. Tu sais, je suis allée 3 fois en Espagne, mais pas parce que je disais « j'ai hâte de retourner en Espagne », mais c'est parce que là, il y avait comme un momentum, une opportunité, des amis, ou tu sais, qui me disaient que « là, ça va être... j'ai hâte, puis j'ai le goût de retourner dans ce pays-là. » Là, tu sais. Puis, c'est quoi, mettons, tes coups de cœur au niveau des destinations? Parce que, là, pour la bouffe, pour le plein air, mettons, pour toutes. Pour toutes. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, là, pays... Gros coup de cœur. J'ai tout aimé de ce pays-là. Petite anecdote, je suis allée à l'époque de la mort de Nelson Mandela. Puis c'était pas évidemment... Il venait de décéder. Oui, c'était pas évident. Évidemment, c'était pas prévu. Là, tu peux pas... Moi, j'avais tout mon billet d'avion, le voyage, tout était fixé, là, tout était officialisé. Et 2 jours avant de partir, Nelson Mandela s'est éteint. Puis là, nous, on avait tout... Là, ils ont nolisé
tous les avions pour les dignitaires. Là. On était le dernier avion de gens ordinaires à pouvoir accéder. Ils ont fermé les frontières de l'Afrique du Sud juste après nous. Ils nous ont changé d'hôtel parce que l'hôtel où on arrivait là, à Johannesburg devenait réservé pour les dignitaires. Puis, on est arrivé dans un pays qui était en deuil, mais qui était aussi en mode hommage. Fait que j'ai vécu au premier rang l'hommage à Nelson Mandela. Puis ça a été incroyable de vivre ça, de voir la Soweto, là où il a grandi, ben, sa maison d'enfance entourée, là, ensevelie sous les fleurs, puis les offrandes, puis les chandelles, tout ça. Puis de comprendre quel homme il était, mais en voyant tout ça, on le sait c'est qui Nelson Mandela, on sait qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud, pour l'apartheid, tout ça. Mais après, là, quand tu vis dans le pays où là, puis que les gens célèbrent sa vie, mais là, t'en apprends tellement plus là, sur la personne qui était. Puis fait que ça a marqué mon voyage en Afrique du Sud, mais ça a été comme le début, mettons, les premiers jours, mais j'ai passé un mois en Afrique du Sud. Fait que tout le reste, là, à un moment donné, le quotidien reprend. Puis je suis allée autant dans le nord, on peut voir les grands animaux, là, comme faire un safari, puis j'ai des souvenirs de, on était en Jeep, là, puis on s'est fait entourer par un troupeau d'éléphants avec plein de petits bébés éléphants, puis ça, puis ils ont comme passé, puis ils nous ont entourés, puis ils ont continué leur route. On était comme juste comme, oh my God, non, il y a des éléphants partout. Ça a été comme magique, là. Wow. Puis un lion, là, tu sais, comme là où t'es, là, à 2 mètres de distance, il y avait un lion, puis là, tu sais, t'as les rangers, les guides qui sont là pour ta protection, tout ça, puis tu le respectes, le lion, mais t'es là. Tu le vois, là. C'est pas avec un téléobjectif, là, que tu peux le voir, là. C'est vraiment avec tes yeux, là. Puis, les girafes, tout ça. Fait que j'ai adoré le safari. Puis là, après, tu bouges un petit peu. Là, t'es comme dans la campagne de l'Afrique du Sud où là, c'est des ranchs, puis il y a des autruches, puis tu sais, c'est vraiment le bétail, puis la production agricole, puis tu manges dans des tables où tu sais, tout est local, puis c'est extraordinaire. Puis là, après, tu vas plus au sud, là, c'est sur le bord de l'eau, puis là, c'est comme vraiment un petit peu plus habité, un peu plus industrialisé, puis après, tu vas encore plus au sud, puis c'est les pingouins, tu sais. C'est comme le bout le plus près de l'Antarctique, là, qui est là. Fait que c'est comme, autant dans le même pays, t'as des pingouins puis des éléphants, là. Puis des lions, c'est incroyable. Ouais. Puis tu sais, la culture, puis il y a comme toute une grosse région de vignobles, là. Ils sont des grands producteurs de vin avec des super bons vins. Puis il y a beaucoup de vins d'Afrique du Sud qui vont pas sortir de l'Afrique du Sud. Les meilleurs vins, ils vont les garder pour eux. Fait que, on buvait des super... C'est comme le café en Colombie. Ouais, c'est ça. On buvait des super bons vins qui coûtaient pratiquement rien, puis qu'on ne pouvait pas retrouver ici, là, parce que c'était des vins qui gardaient pour eux. Fait que c'est un pays qui est gourmand, qui est... on a l'impression d'être... tu sais, les routes sont belles, l'eau est potable, tu sais, c'est comme... Tu sais, t'es pas dans l'Afrique où avec la terre battue puis le chaos, là, t'as vraiment un pays organisé. C'est facile de se déplacer. On avait loué une voiture. On pouvait vraiment, se promener librement sans guide. Donc, c'est assez... c'est ça. C'était très, très, très beau comme pays, là. J'ai tout aimé de ce pays-là. Puis, c'est très drôle parce que, tu sais, l'Afrique du Sud, c'est vraiment, tu sais, comme la pointe sud de l'Afrique. Puis, juste au nord, il y a la Namibie que j'ai visité une autre fois, là, tu sais, quelques années plus tard. Puis là, ça va être 2 pays collés. Ils ont complètement un système différent. Puis là, tu es vraiment dans, tu sais, l'Afrique comme on l'imagine, là, avec des grands espaces, pas de route, où tu vas... Il faut que tu ailles quelqu'un, un guide, parce qu'il sait que tu conduis par là, parce qu'il n'y a pas aucune... Il n'y a pas de route. Pas de direction. Il y a des routes dans les villes, mais dès que tu sors de la ville, il n'y a plus de route. Fait que tu fais juste partir, tu sais, dans une direction, puis là, t'arrives. C'est ça, puis parce que c'est la connaissance du terrain puis qui fait qu'ils savent par où aller pour atteindre un village ou atteindre un site particulier. Ou, tu sais, puis on a marché dans le désert sur des dunes là, qui étaient, tu sais, infinies, là, tu sais, on a l'impression d'être des petites fourmis là, dans des dunes de sable, puis, tu sais, fait que c'est ça, c'est
des super beaux souvenirs. Chaque voyage, tu sais, lequel c'est mon préféré? Chaque voyage a sa personnalité, puis chaque voyage nous permet de vivre des moments différents. Puis après, tu peux avoir des coups de cœur, des pays qui t'ont le plus surpris ou que tu as préféré, mais c'est très dur d'en choisir un. Là. Je suis curieuse de savoir si tu es allée en Nouvelle-Zélande, parce que pour le plein air, en tout cas, moi, ça a été mon coup de cœur pour le plein air. Ah non, je suis jamais allée en Australie, je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande. Ça va venir, je le sais. Mais tu sais, c'est des pays qui sont loin, puis tu as besoin de temps. Puis aussi, des fois, c'est les saisons, là, tu sais, dans l'hémisphère sud, c'est différent, là, tu sais, il faut que tu t'organises autrement en fonction de l'école ou du travail, là. Fait que ça va venir. Ça va venir, c'est sûr. Mais je suis certaine que je vais adorer. La Nouvelle-Zélande, là, c'est clair. Pour le plein air, c'est génial. Je me visualise là, en van life en Nouvelle-Zélande, là, puis parcourir les différents parcs, là, c'est clair. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton anecdote la plus croustillante de voyage? Croustillante, hein? Ben, je sais pas si on qualifie ça de croustillant, mais c'est clairement terrifiant. On était à Hong Kong. Puis là, on visitait Hong Kong comme, par curiosité. Là, on allait un peu partout. Puis, c'est une journée grise. Fait que, ça nous arrête pas. Là. On va pas s'enfermer dans la chambre d'hôtel parce qu'il fait pas beau. Fait que, imperméable, parapluie, peu importe. Là, on est bien équipés. Puis là, on se promène. Puis, quand on est en vacances, surtout quand la langue est différente, on lit pas les nouvelles, on lit pas les journaux. Là, tu profites de ta journée. Là, puis là, à un moment donné, on se fait intercepter par un étranger, un gars du coin, là, un Hongkongais. Là, je sais pas si ça se dit de même, en tout cas, un gars d'Hong Kong. Puis là, il nous dit, est-ce que vous, c'est où votre hôtel? Est-ce que vous avez, puis là, tu as des réflexes de voyageur qui dit comme, pourquoi tu veux savoir? Pourquoi tu veux savoir, toi? Mais tu sais, comme tu réponds pas, puis là, t'es comme... mais il dit là, il dit parce que je sais pas si vous avez vu, là, mais il annonce un tsunami, là, puis, pas un tsunami, c'est quoi? Un typhon. Il annonce un typhon, là, puis là, il faut que vous rentiez, là. Il faut que vous trouviez, il faut que vous puissiez rejoindre votre hôtel. Puis là, notre hôtel était même pas sur le même île où on était parce que c'est plein d'îles, là, à Hong Kong, là, c'est comme, toutes sortes de... Il y a le métro qui va d'une île à l'autre, mais c'est pas facile là, de se déplacer. Là. Puis là, il nous a dit, là, vous allez retrouver votre île avec votre hôtel tout de suite parce qu'ils vont fermer le métro. Fait que du moment où ils ferment le métro, t'es emprisonné sur l'île où t'es. Puis là, on est rentré dans le métro le plus près. On a embarqué et ils ont fermé le métro derrière nous. À toutes les fois, t'es la dernière. L'avion, t'étais le dernier pour l'Afrique du Sud. Puis il y avait de l'eau dans le métro. Là. Il y avait de l'eau dans le... T'étais avec ta fille? Oui. J'étais avec mon chum, avec ma fille, puis on était là, les trois ensemble, puis on est arrivés on a senti là, que c'était comme... Heureusement que cette personne-là nous interceptait puis nous prévenait de se mettre à l'abri parce que là, ça s'est mis à se déchaîner. Puis là, on n'était pas dans un hôtel avec une réception. Puis ça, on avait loué comme un genre de petit Airbnb, là, un petit appart microscopique là, où il y avait comme... Puis... Heureusement que cet appartement-là était comme en béton, fait qu'on se sentait quand même protégé. Mais là, on avait comme pas de contact avec, personne. On avait juste comme une petite... On avait une télé dans notre petite micro-chambre, puis on l'a mis sur la BBC. Puis là, on arrivait à avoir des nouvelles un petit peu, mais c'était comme pas... c'était pas en anglais nécessairement, mais c'était juste comme on voyait les graphiques, le satellite avec le typhon qui s'amenait, puis tout ça. Puis là, ça grimpait là, d'intensité là, jusqu'à 10, c'est le 10 sur 10. Puis on l'a eu le 10 sur 10 en plein milieu de la nuit. Puis là, on était sur le qui-vive. Maude, elle dormait, ma fille, mais on était comme toujours en mode vigilance. Là, dire qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, mais on t'évacue pour aller où? Puis tu fais quoi? Ouais. Puis on se sentait vraiment des touristes épais. Là. Comme si on s'était pas... On avait été insouciants puis qu'on n'avait pas fait qu'est-ce qu'il fallait, mais en même temps, à refaire, je sais pas. C'est ça, moi, je lis pas les nouvelles quand je suis en voyage. Je me tiens pas au courant tout le temps de ce qui se passe. Fait qu'il faut que tu fasses confiance que les locaux vont te le dire. Oui, c'est ça. Parce que là, après, là, la nuit a été longue et inquiétante. Puis là, on avait peur que
que les vitres explosent, là, parce ouais. que là, avec les grands vents, puis tout ça, puis finalement, la chance qu'on a eue, c'est que notre chambre donnait sur comme un espace entre 2 immeubles, là. Fait qu'on n'était pas comme exposés. Ruelle, c'est ça, c'est comme très petite ruelle, mais tu sais, parce que là, tout est cordé, là, puis fait qu'on avait, comme, mettons, vue sur le bâtiment d'à côté. Fait que ça protégeait. Alors que peut-être que ceux qui avaient une plus belle vue ont eu encore plus peur que nous. Puis, tu sais, on n'avait pas tant de denrées non plus, là. On n'avait pas, tu sais, on avait de l'eau, on avait des barres tendres, mais tu sais, on n'avait pas de quoi survivre longtemps si jamais il y avait de quoi, tu sais. Puis là, le lendemain matin, on a vu, tu sais, aux nouvelles, tout ça, tu sais, que la tempête s'était calmée, mais ça a vraiment atteint, là, tu sais, le maximum. Puis quand on est sorti dans la rue, tout était arraché, là. Il y avait des arbres dans la rue. Tu sais, à Hong Kong, c'est plein d'enseignes qui sont accrochées à plein de hauteurs. Tout était à terre. Wow. Les enseignes avaient été arrachées, les poteaux de téléphone, de lumière, tout ça. Puis là, on était comme, aïe, on l'a échappé belle, là. On a été là, bénis. Là. Il y avait quelqu'un qui veillait sur nous, là, pour vrai, là, parce que t'es dans la rue quand que ça arrive, là, puis tu te fais emporter, là. C'était vraiment un gros... wow. Ah ouais, ça passait, tu sais, ça passait dans les nouvelles jusqu'au Canada, là, tu sais, ce typhon-là. Puis nous, ben après, c'est sûr qu'on a donné des nouvelles à tout le monde, puis on a dit à tout le monde, dès qu'on pouvait, qu'on était en sécurité, mais pendant cette nuit-là, les minutes étaient longues, là, tu sais. Ouais. Ouais, fait que c'est croustillant. Ouais, c'est croustillant à souhait. C'est croustillant, mais j'en ai un autre qui est peut-être un petit peu différemment croustillant. Okay. C'est que quand j'étais dans l'Ouest canadien, là, quand j'ai fait mon voyage de sac à dos de la Colombie-Britannique jusqu'au Mexique, j'étais avec une copine, on était les deux backpacks auberge de jeunesse à Vancouver, on rencontre 2 gars, super gentils, on se fait connaissance, on décide de faire un petit bout de chemin avec eux. Puis, on se sépare à un moment donné. On les revoit la semaine d'après à Seattle, dans le quartier chinois, qui est un quartier chinois immense, par hasard, sans s'être dit quand est-ce qu'on visitait quelle ville, puis c'était quoi notre itinéraire. Là, on était juste là pour triper avec... puis, tu sais, 19-20 ans là, qu'on avait. Là, puis après, ben là, on fait un autre bout de chemin avec eux. On se laisse, bon, ben bonne route. Eux, ils savaient pas, ils partaient sur un nowhere, ils savaient pas, c'était des Anglais d'Angleterre, là. Ils visitaient tout le Canada, États-Unis en 2 mois, là. Fait que, ils avaient comme pas décidé de leur itinéraire. Fait que, là, on était comme, ben bon voyage. Puis là, nous, on descend. On les recroise 10 jours plus tard sur le bateau pour aller à Alcatraz. Mais les bateaux d'Alcatraz, il y en a à toutes les genres 10-15 minutes. Là, je dis n'importe quoi, mais il y a des bateaux continuellement là, pour aller visiter Alcatraz à San Francisco. Puis là, nous, là, on était sur le même bateau. Là. Puis vous êtes vus. Parce que, tu sais, le bateau, il est grand. Ben oui. Tu peux ne pas te croiser sur le bateau. Là. Fait que là, on se recroise. On était comme... Wow, c'est quoi les chances, là, tu sais? Puis là, on refait un autre petit bout de voyage ensemble. Puis... Après, ben eux, ils finissaient leur voyage à Montréal. Fait que là, on s'est donné rendez-vous pour vrai. Là, cette fois-là, c'était pas... on s'est donné rendez-vous à Montréal, puis on leur a fait visiter Montréal avec nos endroits secrets, nos petits spots cool, puis tout ça. Fait que, tu sais, on les a vus 3 fois par accident, puis la 4e fois, on les a gérés, là. On leur a donné, là, 3 fois. Un avant-goût, là. Ah, c'est comme, tu sais, il était cute à mort, là, aussi. Puis après, ben, c'est qu'on est resté un petit peu en contact, mais tu sais, quand t'as 20 ans, puis après, tu reviens dans tes habitudes. Là, on sait plus, ça. Là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils sont devenus, là, ces 2 beaux Anglais-là, là. Mais je vais même pas les reconnaître. Ils ont peut-être des bédaines, puis du cheveux, là, je sais pas, là. Mais eux, ils vont te reconnaître. Je sais pas. Non, mais quand même, à chaque fois, on se regardait. Puis pour vrai, c'était impossible que ce soit arrangé parce qu'on s'était ni une ni l'autre dit qu'est-ce qu'on faisait ensuite, puis c'était quoi notre prochaine destination. Puis nous, après, on piquait vers le Mexique, puis eux, ils piquaient vers le Texas, là, vers l'Arizona, Texas, tout ça. Là. Fait que là, c'était sûr qu'on ne se reverrait plus. Puis là, on s'est donné rendez-vous à Montréal quand ils nous ont dit qu'ils voulaient faire le full circle, comme on dit. Là. Mm-hmm. Wow. Ouais, une belle petite anecdote. On s'en j'y repense encore. C'est comme, wow, j'aurais dû me marier. Non. Mais oui, c'était la prochaine question. J'étais comme, si elle me dit que c'est le père de sa fille, là, je suis comme, oh my God, c'était meant to be.
Charlie, je pense que tu as un petit Oui. cadeau. Ah, pour on aime Geneviève. ça, offrir un petit cadeau pour remercier ta générosité. Hey, Puis c'est d'être bien venu au gentil. podcast, évidemment. Puis c'est des petits souvenirs de voyage. Oui. Rien de trop grand. Donc, voici dans la petite pochette. C'est pas la pochette, c'est à l'intérieur. Des fois, je suis pas sûre si les gens ils pensent que c'est la pochette. Donc, je suis allée récemment au Brésil. Fait que j'ai ramené un petit... Ah, mais tu sais, je rêve d'aller au Brésil aussi. Je suis jamais allée. Je suis allée au Ben, Chili, là. je suis allée au Pérou, je suis allée dans différents coins de l'Amérique du Sud, mais l'Argentine puis le Brésil, c'est sûr que c'est sur ma liste, ça aussi. Merci, Donc, vous êtes fine. ça fait plaisir. Merci Le Christ à toi. Rédempteur qui est très présent là-bas. Fait Ouais, que oui. je suis comme, c'est pas ça qui est sur le porte-clés. Mais oui, merci pour ta générosité. Puis je pense que des histoires croustillantes, t'en as à Ouais. revendre. Va clairement Ouais. falloir que tu viennes nous reparler. Ben, Ah ouais. avec plaisir. Moi, je peux parler de voyage à l'infini. Il faut juste Mais nous autres aussi. m'arrêter. Nous autres Il y a plein de aussi. choses C'est que ça je qu'on est n'ai là. pas dit encore. Puis il y a plein de voyages que je vais faire prochainement Ouais. qui vont être des nouvelles anecdotes. Là, fait que ça va me faire plaisir si vous voulez me revoir. Puis les gens, sinon, peuvent te suivre. Ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, ben, tu sais, Facebook, Instagram, TikTok, j'aime parler de mes voyages, partager mes recettes, mes trucs, mes bonnes adresses. Il y a toujours un petit peu de voyage ou de plein air au travers de la cuisine là, sur mes réseaux sociaux. C'est clair. On va penser à toi quand on fait tes recettes. On va penser à toi, puis on va savoir que ça vient un petit peu de l'Italie. Des fois. Oui, des fois. Puis de partout. Tu peux partout. Oui, c'est ça. Merci Geneviève. Ben, merci à vous deux.